Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Cherté de la vie, comment réguler les prix des produits de forte consommation, notamment alimentaires, ne cessent de grimper sur le marché malien. L'huile, la viande, le pain, le riz, pour ne citer que ceux-ci, ont connu une flambée. L'État malien, interpellé par les populations, n'a jusque-là pu apporter une réponse adéquate à la situation. Qu'est-ce qui explique cette hausse? Quel est son effet sur les ménages? Comment réguler les prix au marché? Pour en débattre, nos invités sont Harouna Irene Sidibé, membre du Front populaire contre la vie chère au Mali, Khalid Dambélé, économiste chercheur au Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale CRAPES Mali, et Fatima Adi Mariko, économiste, et Boukadari Doumbia, directeur général du commerce et de la concurrence. On espère l'avoir avec nous au téléphone. Je suis Arkia Touré, chers auditeurs et téléspectateurs du studio Tamani. Bienvenue. Le grand dialogue. Chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, une manifestation a été organisée par le Front populaire contre la vie chère ce week-end. Écoutons ces quelques réactions. Nous voulons que les autorités fassent des contrôles dans les marchés afin que tous les prix soient les mêmes partout. C'est ce que nous voulons. On veut une vie moins chère, pas d'une vie chère. On veut que tous les Maliens en fassent leur combat. Nous, quand même, on ne va pas abandonner. On va continuer à se mobiliser et même à l'intérieur du pays. Ce n'est pas notre rôle ça. Mais que faire? On est fatigué et on en a marre. Nous demandons aux autorités de diminuer les prix. On a tout ici. Les autres pays viennent se ravitailler aussi chez nous. Et c'est pas normal qu'on ait des produits plus chers que ces pays. Voilà, là, c'était des réactions recueillies le week-end dernier lors d'une manifestation organisée par votre mouvement, M. Sidibé. Depuis ce jour, qu'est-ce qui a changé? Bon, en fait, bonsoir d'abord tout le monde. Depuis notre première sortie dans le marché du Kalabankoura jusqu'à l'heure dont nous sommes aujourd'hui, on est resté à l'écoute. Malheureusement, il n'y a pas eu de changement concernant l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Les prix ne font qu'augmenter du jour au jour. Voilà, c'est ce que nous constatons jusqu'à présent, malheureusement. Vraiment. Et quelles sont vos revendications? Non, nous demandons tout simplement que le gouvernement essaye de prendre le trou par les cornes afin de pouvoir stopper la situation avant que ça ne dégénère. Voilà. D'accord, c'est ce que vous souhaitez, un changement rapide. Voilà, un changement radical avant le mois de carême. Ok. Franchement. Fatima, qu'en pensez-vous? Quel est votre avis sur ces mouvements? Oui, je suis interpellée par, je pense, un auditeur ou un marcheur qui avait dit que ce n'est pas leur rôle de faire ça, mais je pense qu'ils sont tout à fait dans leur rôle. Parce que la flambée des prix, on n'est pas les seuls à le connaître. C'est mondial. Donc le gouvernement doit jouer sa partie, mais il faut parfois que la population aussi soit là pour faire des pics de rappel, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les priorités sont vraiment diverses et variées au Mali. Donc parfois ils ont tendance à oublier ces champs-là. Or c'est vraiment la vie de tous les jours. Les prix sont très importants et ils doivent être régulés. D'accord. Khalil. Non, moi je pense que quand on parle d'augmentation de prix, il va falloir quand même chercher à comprendre qu'est-ce qui cause ces augmentations-là. Je voulais vous poser cette question juste, là je voulais juste avoir votre avis sur ces manifestations. Ces manifestations sont le fruit de ce qu'on appelle une crispation. La cherté de la vie est synonyme de baisse de pouvoir d'achat en économie. Quand le pouvoir d'achat baisse, il est évident que la capacité de satisfaire ses besoins de faim, ses besoins de scolarité, ses besoins de s'habiller, de se nourrir, de se vêtir, s'amenuise. Quand cette chance s'amenuise, l'humain que nous sommes, on se voit dans une situation de revendication. C'est naturel, c'est un phénomène inhérent à la nature humaine. Je pense que c'est l'expression d'une crispation quelque part, la population dans sa globalité, sans que de jour en jour, sa capacité à acheter des biens et services diminue.
Voilà, justement, et là, je vais vous poser la question directement. Qu'est-ce qui explique cette augmentation? Si nous voulons comprendre pourquoi ces augmentations-là, aujourd'hui, sont une réalité, moi, je pense qu'il faut se placer dans un contexte, ça a été rappelé par Mariko, dans un contexte, on va dire, mondial. Vous avez cité à l'entame de vos propos un certain nombre de produits de première nécessité, tels que, justement, le pain, tels que, justement, l'huile. On sait que au Mali, l'huile, c'est sur deux volets. Il y a l'huile importée, mais il y a aussi l'huile produite localement. Et il est évident qu'aujourd'hui, ce qui est produit localement, l'huile qui est produite localement, c'est produit sur la base de quoi? Sur la base du coton. Lequel coton? On sait que cette année, les statistiques anticipées n'annoncent pas un bon signe. Juste pour rappel, la superficie emblavée, c'est en dessus de 24-25% de ce qui a été justement annoncé en termes de réalisation et anticipé. Donc je pense que quand on voit ça, quand le coton étant une matière première qui permet à nos producteurs d'huile locaux de pouvoir produire ces huiles-là, quand ce coton, cette production baisse, force est de reconnaître que bien évidemment la production locale baisse, qui aujourd'hui est à autour de 84% de la consommation nationale. Première explication. Deuxième explication, pour en venir au pain, c'est dû à une, on va dire, augmentation des cours, on va dire, mondiaux de ce qu'on appelle le blé. On sait que c'est le blé qui sert de matière première pour la farine. C'est la farine qui permet de faire le produit fini qu'est le pain. Quand le blé augmente de prix, il est clair que la farine aussi va augmenter. Quand la farine augmente, force est de reconnaître que le pain aussi va augmenter. Mais également, on voit que le riz aussi a augmenté, vous l'avez dit, la viande également a augmenté. Quand on additionne tout ça, on voit que pourquoi autant d'augmentation de cherté de la vie à travers les explications que je viens de donner. Maintenant, le coton étant un élément essentiel pour la fabrication de la plupart de nos produits de première nécessité, pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation aujourd'hui? Pourquoi le gouvernement n'a pas eu, on va dire, l'anticipation nécessaire pour justement nous permettre d'éviter à ce que cette production baisse là? C'est là à plusieurs facteurs explicatifs. Si certainement, on va revenir là-dessus. On va permettre à Fatim de donner quelques explications. Fatim. Je pense qu'il a vraiment été assez large là-dessus. Effectivement, les différentes hausses qu'on constate actuellement sont certainement dues aux hausses des matières premières. On sait que les temps qui sont passés... Sur le plan mondial. Sur le plan mondial, exactement. Les temps qui sont passés ont été un temps très dur pour la planète entière. On a eu le coronavirus, les problèmes d'acheminement, donc de logistique, avec des hausses de coûts. Tout cela impacte le coût des matières premières. Donc, c'est ça qui a joué essentiellement, je pense. Et ces produits de première nécessité dont on parle sont vraiment liés intrinsèquement au prix des matières premières. D'accord. Et on vient de me signaler que Boukadari Doumbia, le directeur général du commerce et de la concurrence, est disponible. Il est au téléphone avec nous. Bonsoir, Monsieur Doumbia. Bon. Madame, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Nous parlons de la cherté de la vie. D'accord. Et nous avons déjà commencé il y a à peu près seulement 2-4 minutes. Et là, il y a une manifestation qui a eu lieu ce week-end. Oui. Et l'État était interpellé. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la responsabilité de votre structure dans cette situation? Donc, je vous remercie, madame, de m'avoir permis de donner l'opportunité vraiment d'expliquer un peu tous les efforts consentis par le gouvernement pour soulager le pouvoir d'achat des consommateurs et des Maliens, parmi lesquels les personnes les plus vulnérables sont les plus nombreuses. Donc, moi, ma structure, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, entre autres missions, est chargée de l'élaboration des éléments de la politique en matière de commerce, de concurrence, de protection du consommateur. Et parmi nos attributions, nous luttons contre la fraude,
nous négocions au niveau international les accords commerciaux de défense des intérêts du Mali, de défense des unités industrielles du Mali, et au plan national, en rapport avec les deux commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO, nous contribuons à la mise en œuvre de la politique régionale commune en matière de commerce. Donc, spécifiquement, en ce qui concerne l'approvisionnement, le suivi de l'approvisionnement, ça c'est une de nos attributions également. Moi, ma structure est chargée de suivre l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité et l'évolution des prix de façon générale. Donc, c'est un travail de suivi. Et en la matière, en ce qui concerne les produits de première nécessité, nous avons mis en place un dispositif de suivi hebdomadaire, d'abord des dispositifs quotidiens, parce que nous avons une sous-direction qui s'occupe uniquement du commerce intérieur, et au sein de cette sous-direction, nous avons une section dédiée spécifiquement aux produits de première nécessité. Donc, chaque semaine, nous élaborons des notes de conjoncture qui sont validées D'accord. au cours d'une réunion, voilà, avec l'ensemble des structures impliquées dans l'approvisionnement. Monsieur Doumbia, j'imagine que vous avez constaté qu'il y a ces derniers temps une hausse. Oui. Et selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Voilà. Madame, je pense que il faut revenir peut-être en arrière pour évoquer le contexte actuel du pays et du monde. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde, au plan mondial, nous avons un ralentissement général des activités. Qui dit ralentissement dit forcément sous-production. Donc, du côté de l'offre d'abord, l'offre a beaucoup baissé au plan mondial pour l'ensemble des denrées. Au même moment, pour lutter contre les effets du Covid et relancer l'économie, l'ensemble des pays ont adopté des plans de riposte. Qui dit plan de riposte dit augmentation de la demande. Donc ça, c'est les deux variables en économie. Lorsque l'offre baisse du fait de l'inactivité et simultanément tout le monde se met à demander, donc il va sans dire que le marché où se rencontrent ces deux grandeurs, donc les prix vont augmenter. D'accord. Donc c'est ce qui a amené partout, ce n'est pas le Mali seulement. Donc essentiellement pour les denrées, les produits alimentaires, il y a eu une augmentation de prix. Et quand on sait que notre pays importe quasiment 70% de ses besoins alimentaires, donc les effets sont vite ressentis au plan national. Monsieur Doumbia, restez avec nous. Monsieur Sidibé, qu'est-ce que vous pensez des explications données par Monsieur Doumbia? Ok. Bon, en fait, Monsieur Doumbia, je le remercie d'abord. Il a parlé, c'est-à-dire que par rapport à... Et bon, il a évoqué les facteurs qui sont à la base de la hausse aujourd'hui des prix des denrées alimentaires. Bon, sur ces facteurs-là, je n'en disconviens pas. Mais notre problème n'est pas là-bas. Notre problème, c'est-à-dire que la population, comment dire, le citoyen lambda ne voit pas tous ces facteurs-là. Surtout, encore, la majorité d'entre eux sont des analphabètes. Donc, il n'est pas facile qu'ils puissent comprendre ça. Et de ce fait, si des mesures n'ont pas été prises en aval, donc obligatoirement, il y aura des difficultés. Et puis aussi, notre problème a été quoi? C'est-à-dire que notre surprise a été qu'il n'y a pas eu, c'est-à-dire qu'au moins même le minimum de communiqué n'a pas été fait pour pouvoir imprégner la population par rapport à la situation qui prévaut. Ça nous a touchés. Et nous, on a vu que même les associations des consommateurs qui étaient sur place n'ont même pas essayé de lever le petit doigt pour parler un peu, c'est-à-dire aux citoyens.
c'est que les personnes à qui tu représentes, toi, il y a une difficulté qui cherche dans le pays. Vous ne donnez pas d'explication, vous ne faites rien. Bon, ça, c'est une explication. Nous, on ne peut pas comprendre ça. Il a parlé sur l'approvisionnement. Bon, moi, je pense que des mesures d'avance devraient être prises afin de pouvoir éviter ce problème-là. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Nous constatons que ces mesures n'ont pas été prises. Voilà. Fatim, moi, je vais revenir à une question qu'il vient de poser. Est-ce que c'est normal d'augmenter sans justifier auprès des populations, sans informer la population? Alors déjà, avant d'arriver à l'information, je pense que le fait d'augmenter le prix des denrées de première nécessité est quelque chose à éviter vraiment dans une économie. Normalement, l'État doit être à même de pouvoir contrôler les prix des denrées de première nécessité, justement, parce qu'ils doivent être prêts face à des situations pareilles. Je sais que le coronavirus, personne ne s'y attendait, hein. Ça c'est clair, mais ils doivent être prêts face aux fluctuations des cours des denrées, des matières premières plutôt, je veux dire. Donc, normalement, eux, ils doivent avoir à leur niveau déjà des mesures prêts à être mises en place pour éviter que les prix fluctuent ainsi. Mais bon, si on est quand même devant le fait accompli, comme l'a dit monsieur, vraiment, la moindre des choses, c'est d'informer et surtout d'avoir une large information au niveau de la radio, des télés, pour que chaque population, voilà, tout le monde puisse être juste informé. au moins pour comprendre ce qui se passe. Exactement, comprendre le contexte qui est assez spécial. Voilà. Monsieur Khalid, est-ce que vous comprenez un peu les explications données par monsieur Doumbia concernant les facteurs sur le plan économique, est-ce que ça tient? J'étais en train effectivement d'expliquer ça quand vous me coupez la parole en fait. C'est un contexte économique mondial qui explique cela. La crise du coronavirus qu'on a vécue jusqu'ici et qui continue son chemin d'ailleurs est une crise effectivement, comme il l'a dit, qui a sonné le glas d'une dynamique économique qui a ralenti un peu, on va dire, la croissance économique mondiale. Et quand il n'y a pas d'activité, force de reconnaître que les exportations, le volume des exportations et des importations baissent. C'est à cela où nous avons assisté, surtout au niveau du coton. Et sur la base des anticipations politiques on va dire précipitées, l'État a décidé de diminuer un peu le prix bord champ, c'est-à-dire le prix du coton qu'on achète avec les producteurs. Et quand ils ont réduit les prix, les producteurs ont tout simplement décidé de ne plus produire, de s'orienter vers d'autres matières premières. C'est ce qui a ralenti un peu le volume de production du coton. Et quelques mois après, on a voulu relancer, mais ça trouve que les gens se sont concentrés sur autre chose. Pourquoi je veux insister sur la matière coton? Parce que c'est quand même un élément qui est central pour la plupart de nos aliments de première nécessité. Et quand cette production du coton baisse, il est clair qu'on peut assister à ce auquel nous assistons aujourd'hui. Mais aussi et surtout, c'est parce qu'encore une fois, le textile, à un moment donné, avec cette crise-là, est devenu un peu indésirable à l'international. On sait que pour faire du textile, il faut avoir du coton. La demande du coton a baissé. Quand la demande de quelque chose baisse, forcément son prix va baisser. Quand le prix baisse, ça n'attire plus les agriculteurs à continuer à produire. Ça, c'est économiquement. Mais il y a aussi des facteurs politiques indéniables qu'il faut reconnaître. C'est qu'aujourd'hui, au Mali, on assiste quand même à une défaillance de coordination sur le plan macro-gestion. Qu'est-ce que j'entends à ce niveau-là? Quand on anticipe sur la base, justement, parce que le textile est devenu indésirable, sur la base du fait que le coton, la demande à l'international est devenue de moins en plus, ça baisse de plus en plus, on demande aux producteurs de diminuer leur prix et ils baissent la production. C'est quand même une décision politique qui ne soutient pas en situation de crise. La politique économique en situation de crise, en tout cas la doctrine la plus utilisée, voudrait que quand ça ne va pas, qu'on soutienne les producteurs au contraire, de ne pas les décourager Est-ce que dans notre cas... Ça a été le contraire. Dans notre cas, on a baissé le prix bord champ du coton, ce qui a découragé l'agriculture du coton sur le plan national. Et la baisse de cette production-là est à la source de plusieurs augmentations de prix de produits de première nécessité, notamment justement l'huile que je viens de dire. Donc il faut reconnaître que le politique, quelque part, a échoué dans sa capacité à coordonner les activités. Un exemple éloquent, c'est le cas du Bénin. Nous sommes frappés par la même réalité de crise sanitaire. Mais pourtant, le Bénin a maintenu son prix bord champ aujourd'hui, son premier producteur de coton sur la base de cette décision-là. Nous, on est 4e ou
5e. On a été surclassé, nous déclassé autant pour moi, non seulement par le Burkina, mais aussi et surtout par la Côte d'Ivoire. Donc pour dire que quelque part, au-delà de toutes ces explications économiques là qui sont une réalité, quand l'offre dépasse la demande, le prix baisse, le prix baisse, mais il faut reconnaître que le politique quelque part a échoué dans sa coordination. Ok, merci monsieur. Monsieur Doumbia. Oui. Nous avons des économistes avec nous et ils ont tous deux mentionné l'aspect plan de riposte, si je peux le dire ainsi, en matière de prévention. Est-ce qu'on a un dispositif pour faire face à tout ça? Voilà, merci madame. Donc, effectivement, voilà, je voulais rebondir sur un aspect avant de répondre à votre question. Vas-y. Il faut qu'on s'entende par rapport à la notion de produit de première nécessité. Et que votre économiste vient de citer, le coton n'est pas un produit de première nécessité, même si c'est un produit stratégique pour le Mali. Le Mali a identifié à peu près 13 produits de première nécessité, c'est-à-dire des produits. Est-ce que je peux juste préciser, M. Doumbia, sans vous couper? Oui. Je voulais juste préciser que Khalid, je pense qu'il parle du cas de l'huile notamment. Et quand il parle des produits... Je reviens. Okay. Voilà, j'allais venir. Je vais dire, comme elle parle de prix pour champ, je vais revenir. D'accord. C'est-à-dire, les produits de première nécessité, c'est des produits qui sont indispensables pour la vie, la santé des hommes et des animaux, des végétaux. C'est ça, les produits de première nécessité. Maintenant, qu'à cela ne tienne, l'État, depuis que cette pandémie est apparue, donc le Mali a adopté un plan de riposte. Un plan de riposte qui s'articule autour de choses. Et la mise en œuvre est en cours. L'ampleur de la crise est telle que ça dépasse la dimension d'un État comme le Mali. Donc le plan de riposte a commencé depuis l'apparition de cette crise. Et le phénomène que nous assistons aujourd'hui est un phénomène prévisible. Mais tenez-vous bien, l'État, c'est un acteur économique comme l'ensemble des acteurs économiques. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de ces acteurs qui sont en difficulté. L'idée du plan de riposte, c'est quoi? Parce qu'il n'y a même pas d'État sans les autres acteurs économiques. Quand on ferme toutes les usines, quand toutes les usines sont arrêtées à cause de la maladie, quand les gens ne vont plus au boulot, quand les gens sont confinés, qu'est-ce que l'État peut avoir? C'est le fruit de tout ça qui donne la richesse nationale. Et la richesse nationale, ça ne va chercher de l'argent nulle part si ce n'est pas les retombées de ces activités-là. Donc, il ne faut pas qu'on ignore cet état de fait. Okay. Donc, il existe bel et bien un plan de riposte. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on a fait nos constatations, aujourd'hui, l'indicateur pertinent, parce qu'ils sont économistes, l'indicateur pertinent pour mesurer la cherté de la vie, c'est le taux de frais. Madame, vous savez, le Mali, le taux d'inflation, l'indice du taux d'inflation, c'est à combien? L'indice harmonisé des prix à la consommation, évalué par l'ensemble des structures, y compris le FMI et autres, pour le Mali, ça fait seulement 0,3%. 0,3% d'augmentation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'augmentation. Il y a des fonctions à l'intérieur. Si on a la norme communautaire, tenez-vous bien, ça c'est à 3%. Ça veut dire que si le taux d'inflation n'atteint pas 3%, tous les économistes s'accordent que là, en ce moment, l'inflation n'est pas généralisée. Maintenant, c'est à l'intérieur. Attendez, c'est à l'intérieur de ce taux de 0,3%, nous avons analysé. On a identifié que finalement, c'est les produits importés. C'est-à-dire le taux 0,3% là est tiré par les produits importés et les céréales non transformées. L'explication par rapport aux céréales non transformées, c'est quoi? C'est qu'il y a eu devant nous la crise au niveau de la CMDT.
La CMDT, c'est la locomotive du Mali en matière économique. Si on ne produit pas de coton au Mali, ça veut dire que les paysans n'auront pas d'intrants subventionnés pour la culture des céréales. Et c'est ce qui a amené, ils ont acheté les intrants, l'engrais et autres très chers parce qu'ils n'ont pas produit. Donc c'est ce qui a amené l'augmentation du prix des céréales sèches et les produits importés. Parmi les produits importés, il y a bien évidemment le riz et choses. Et le riz, le blé. Vous savez pourquoi le blé il a augmenté? Monsieur Doumbia, et là je suis obligée de vous interrompre pour permettre aux autres de... Je voudrais dire à M. Doumbia qui vient lui-même de reconnaître que les céréales sèches là ont augmenté parce que le coton n'a pas été produit. À aucun moment donné, je n'ai dit sur ce plateau-là que le coton est une denrée de première nécessité. Vous m'avez mal entendu ou mal interprété. Voici ce que je dis. Le coton est un produit stratégique pour la dynamique économique du Mali. C'est 15% de la croissance économique, 22% des recettes d'exportation et 10% en moyenne des recettes fiscales. Vous êtes au DGCC, je pense que vous êtes mieux informé là-dessus que moi. Maintenant, si toutefois ce coton-là est un intrant, c'est votre expression, de fabrication pour l'huile, et si ce coton n'est pas produit, en économie, c'est une loi économique naturelle néoclassique, la rareté d'une chose fait sa valeur. Si le coton est rare, ce qui permet à l'huile d'être l'huile, si cette chose-là est rare, l'huile devient de plus en plus chère. Voici un peu ce que je dis. Pour revenir un peu à l'inflation, votre analyse est complètement à côté. Pourquoi? Vous savez, l'inflation n'est pas la mesure du cherté de la vie pour la ménagère qui vit à Bako-Djikoroni ou qui vit à Bamako-Koura. Vous savez pourquoi? Parce que l'inflation est calculée à travers un autre indicateur qu'on appelle l'indice de prix à la consommation, l'IPC, qui n'intègre pas toutes les, on va dire, matières, tous les produits que nous achetons au marché. Vous avez aujourd'hui pas mal de biens dont les prix augmentent qui ne sont pas calculés dans justement la dynamique de calcul de l'inflation. Donc prendre l'inflation et en faire justement l'indicateur, on va dire, alpha et oméga de la cherté de la vie est tout simplement une méconnaissance de la réalité pour la population. Parce qu'encore une fois, cette inflation-là est calculée sur la base des prix administrés. Je le dis bien, prix administrés. Or, aujourd'hui... Des prix administrés, s'il vous plaît, c'est-à-dire? Par exemple, le gaz. On sait que c'est 3500 pour un certain nombre de poids, c'est 2000 et quelques pour un certain nombre de poids, c'est 7000 et quelques pour un certain nombre. Donc, combien de Maliens aujourd'hui utilisent le gaz? Est-ce qu'à Markala, à 100, est-ce qu'à Djorosso, est-ce qu'à Djeli, ils connaissent le gaz? Et si toutefois, on va dire simplement, l'oignon, le kilo augmente à Djeli, le DGCC à Bamako ici ne sait pas à combien est-ce que c'est vendu à ce prix-là. Et sur la base d'un prix administré théoriquement comme ça, ils calculent l'inflation, c'est qu'ils sont complètement à côté de justement de ce qu'on appelle la cherté de la vie. Pour terminer avec un dernier élément, je suis désolé, si l'État est incapable aujourd'hui de remédier à cette situation-là, l'État n'a pas lieu d'exister. Un État est là pour justement un rôle à la fois gendarme et provident. Gendarme, protéger les personnes et leurs biens, provident, nous permettre justement de manger à nos frais. Si aujourd'hui les Maliens sont dans la rue, ils crient justement parce qu'il y a une augmentation de prix, il est clair que l'État a failli sur ces deux points-là. Et monsieur, voilà, on va permettre à Fatima de revenir sur... Je pense que Khalid a une très bonne analyse. Maintenant, pour compléter son analyse, pour dire qu'on ne peut pas uniquement se baser sur le taux d'inflation pour parler de la cherté de la vie. Oui, parce que là, il nous explique qu'on est à 0,3%. Oui, alors qui semble vraiment... il faut avoir 3,3% pour vraiment s'inquiéter. Oui, mais il ne faut pas regarder que l'inflation, c'est ce que je disais. On doit aussi regarder, comme il le disait, au fait, les revenus des citoyens. Est-ce que ce revenu est resté au même niveau? Déjà, même si le revenu est resté au même niveau, 0,3% d'inflation, c'est quelque chose. Maintenant, partons de son analyse à lui-même qui disait qu'on a une crise sanitaire mondiale qui fait que les revenus ont baissé et ça, c'est reconnu mondialement. Donc, de ce fait-là, il doit aussi reconnaître que pour un prix qui baisse, même si c'est légèrement, et toi, ton portefeuille qui s'allège un tout petit peu, ça fait mal. Et sans oublier aussi que la population subit aussi le coût
de la crise. Tout à fait. Exactement, c'est ce que je disais. Voilà, c'est ce que je disais. De la même crise. Donc, la même crise joue sur les employés, je vais les appeler comme ça, parce que la population, c'est les employés d'autres entreprises qui ont subi les séquelles de la Covid, ce qui fait qu'eux aussi, ils ont connu des baisses. Et monsieur, vas-y. Bon, en fait, je vais un peu rebondir dans le même sens que mon frère Ali. Oui, en fait, le directeur général vient de nous signaler qu'il faut avoir 3%, c'est-à-dire que du taux d'inflation pour s'inquiéter. Vous savez, je l'attire un peu l'attention sur la situation exceptionnelle pour le cas du Mali. Le Mali est en train de suivre deux crises à la fois. Il y a la crise sanitaire, il y a la crise sécuritaire aussi qui est là. En cela, s'il faut ajouter encore une crise alimentaire, alors cela veut dire quoi? La population elle ne peut plus supporter. Nous, on ne peut plus supporter. Franchement, tout ce que nous demandons à l'État, c'est de venir au secours de la population. Chercher tous les moyens nécessaires, idoines, afin de pouvoir alléger, c'est-à-dire que cette charge aujourd'hui qui pèse sur l'épaule de nos mamans et de nos papas. C'est tout ce que nous demandons. Monsieur Doumbia, voilà. est-ce que l'État a les moyens de s'adapter à la situation? L'État reste quand même le maître de tout. J'ai voulu avoir plus de temps pour expliquer mes propos. Je n'ai pas dit qu'on doit se satisfaire des 0,3%. J'ai dit s'il y a certes une hausse, il y a un indicateur. Quand vous avez posé la question de savoir est-ce qu'on a vu venir, on l'a vu venir parce que le taux est à 0,3%. Donc ça, ce n'est plus la stabilité. Donc, c'est les 0,3% qu'on regarde. À l'intérieur, quand on calcule l'indice harmonisé, nous, on ne se contente pas. Je dis, comme c'est des économistes, ça, c'est l'indicateur pour l'économiste. Maintenant, dans le cadre de la politique commerciale, nous avons notre dispositif de suivi du marché que j'ai expliqué à l'entame de mes propos. Vous savez, la DGC est représentée au niveau sub-régional, régional et puis national. Nous avons des démembrements, en tout cas, dans la plupart des cercles et arrondissements du pays. Donc, chaque semaine, nos équipes sont sur le terrain, côtoient les ménagères, les détaillants, les grossistes, pour nous faire parvenir. La note, elle est validée d'abord au niveau cercle, ensuite au niveau région, pour ensuite transmettre sous bordereau au niveau national, qui fait l'objet également d'analyse au niveau du département pour en faire une communication verbale chaque mercredi en conseil des ministres, si possible. Donc, nous connaissons la situation au niveau de la DGC, nous connaissons également, nous avons les explications par rapport à choses. Mais c'est toute chose, par ailleurs, il faut relativiser. J'ai dit qu'il n'y a pas, malheureusement, dérapage des prix aujourd'hui qu'on constate. Même si, quelque part, des produits sensibles comme le pain ont augmenté, les prix ont augmenté du fait des facteurs que vous-même, les spécialistes que vous avez sur votre plateau ont donné des explications. Mais ce que l'État a fait, moi je sors d'une réunion tout de suite avec les boulangers, on est en train de voir la structure des prix. Partout où ils peuvent faire des efforts, parce qu'aujourd'hui l'État n'a pas cautionné les 300 francs. L'État n'a pas cautionné. Ça a été une décision unilatérale, une réaction tout simplement à l'augmentation du prix du sac de la farine, qui est passé de 16 000, 15 000 à 19 000. Pour des raisons que vous-même vous le savez. Maintenant, ce que l'État a fait en la matière, l'État est en train de travailler dans le cadre d'une concertation avec les acteurs. Monsieur Doumbia. Madame, il faut m'écouter. Je termine. Vous avez parlé plus de bientôt 3 minutes. Hein, donc... non, je vais répondre. On a les moyens de calculer le temps de parole. Voilà, non, vous me donnez 2 minutes, je termine. D'accord. Donc, je dis ce que l'État est en train de faire. Les résultats, peut-être vous allez sentir ça dans les semaines à venir, notamment par rapport au pain. L'État a fait un abattement, a demandé aux banques aujourd'hui
pour permettre aux minoteries. Parce que la farine que nous produisons, la matière première vient de l'Europe. Ce n'est pas produit ici. Donc, le prix a doublé sur le marché international. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accompagner. L'État n'étant pas commerçant au caractère économique, l'État est obligé d'accompagner ceux qui ont choisi comme métier de faire l'import-export. Donc, l'État a demandé aux banques un abattement de taux pour leur permettre de constituer des lignes budget, des lignes de crédit afin de pouvoir commander le bleu sur le marché international. Merci, monsieur Doumbia. Et moi, j'allais juste poser une petite dernière question pour, vu que vous avez dit que ça a été une décision unilatérale, vu que l'avis de la DGCC n'a pas été demandé, est-ce qu'il n'y a pas lieu de prendre des sanctions? Voilà, parce que est-ce que les commerçants peuvent quand même, sans l'avis de la DGCC, augmenter les prix comme ça, sans consultation, rien? Voilà. Madame, c'est avec... beaucoup ignorent en réalité les dispositions législatives et réglementaires en la matière. C'est le lieu de nous expliquer. Voilà, vous savez, depuis 1992, le Mali a fait l'option d'aller à la liberté des prix, consacrée par la loi 036 portant protection du consommateur. Donc les prix de tous les produits, le principe, c'est la liberté. Ça veut dire quoi? Quand on dit liberté, ce n'est pas la liberté, souvent il y a les garde-fous. Ça veut dire une liberté dépouillée des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques de concurrence déloyale. Donc, les prix sur le marché sont libres et la vente à perte est condamnée. Maintenant, ça c'est le principe. Maintenant, l'exception en matière de la réglementation, ça c'est les prix concertés. Lorsque l'État voit que les prix, indépendamment des jeux de la concurrence, les prix augmentent pour quelque raison que ce soit, l'État peut venir dans le jeu, c'est-à-dire demander un prix concerté. À ce moment, les négociations de marge sont engagées. Il y a un autre cas, lorsque l'État accompagne, s'il vous plaît. Voilà, lorsque l'État accorde une subvention. Et là, en ce moment, la subvention est toujours assortie d'un cahier de charges. Mais l'État ne peut pas subventionner tous les articles. Il y a des millions d'articles. Et quand vous prenez uniquement les riz, vous avez plus de 1000 variétés de riz. L'État ne subventionne en réalité une seule variété. Et généralement, c'est le riz brisé non parfumé qui est consommé. Maintenant, lorsque l'État subventionne, en ce moment, il y a un engagement avec les opérateurs à respecter un prix plafond. Et vous tenez-vous bien, lorsqu'on a adopté le plan de riposte, le ministère du Commerce, à travers la DGC, a multiplié les interventions pour le suivi de l'effectivité. Merci. Et à ce jour, nous avons pu visiter plus de 15 000 points de vente. Les contrevenants font l'objet de sanctions tous les jours. Merci, M. Doumbia. Et là, je suis obligée, parce qu'on n'a que 45 minutes, et là, vous parlez depuis un moment. Et Fatima, et là, il a expliqué quelques aspects. La fixation si j'ai bien compris, des prix est libre. À mon avis, on dirait qu'il n'y a pas de marge commerciale qui est définie entre l'État et les commerçants. Est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir une marge commerciale pour permettre quand même de stabiliser les prix? Je pense qu'à un moment donné, j'avais déjà évoqué cela. C'est que sur les produits de première nécessité, il est très important que les prix soient contrôlés. C'est là où on parle de prix plafond, de prix plancher, parce que pour ces produits-là, il ne faut pas que le prix dépasse un certain seuil.
D'ailleurs, l'État, je vois souvent à la télé de communication dans ce sens pour certains produits, mais je pense que c'est plus pour les produits subventionnés que pour le reste des produits. Mais il faut vraiment qu'ils essayent au fait d'établir un catalogue des prix pour les produits de première nécessité. Ceci est vraiment très important. C'est la pratique d'ailleurs dans beaucoup de pays. Maintenant, je pense que l'intervention de l'État ne peut pas s'arrêter aujourd'hui qu'à faire des subventions. Il faut vraiment accompagner ces producteurs-là, à ceux qui maîtrisent leurs coûts et à ceux qu'ils gagnent, au fait, qu'ils aient leur marge commerciale tout en maîtrisant leurs coûts, sans que le prix que le consommateur paye ne change. Ça, c'est très important. Je vais donner ici un exemple. Par exemple, le pain. Si aujourd'hui, ils sont amenés à augmenter les prix, c'est parce que je pense que pour produire la même quantité, il faut la même quantité de farine. Or, le prix de la farine a augmenté. Mais est-ce qu'on a pensé au fait de réduire ne serait-ce que de quelques grammes le pain qui est fourni? Si aujourd'hui, on fait un pain de 250 grammes, faire un pain de 210 grammes qui est vendu au même prix, je suis sûre que le consommateur prendra parce que lui, il aura quand même du pain dans son assiette au même prix et il ne verra pas forcément une grande différence. Donc, je pense que c'est quand même important d'explorer les différentes pistes qui existent et de ne pas s'arrêter qu'aux subventions qui, d'ailleurs, demandent une intervention financière de l'État. Monsieur Sidibé. Okay. Bon, en fait, au cours de son intervention, monsieur le directeur, il a touché sur c'est-à-dire les aliments les denrées alimentaires de première nécessité, concernant le pain, le riz, bon, et j'en passe. Mais on oublie, depuis qu'on a commandé sur le plateau ici, moi je vois qu'on ne fait que parler sur le pain et le reste, mais on oublie la viande qui est là. Si on a parlé du riz aussi. Oui, on a parlé du riz, mais on a oublié la viande. Générale. On n'a pas touché de la viande, et pourtant ça aussi c'est en train d'augmenter du jour au jour. Bien sûr. Or, le Mali, sur le plan sous-régional, est l'un des producteurs ou bien l'un des éleveurs, c'est-à-dire que le plus, comment dire, bien renommé. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez comme solution à ces stades voilà, si vous voulez interpeller l'État sur la situation. Non, nous voudrons que l'État accompagne franchement les producteurs. Nous voudrons que l'État les accompagne afin qu'ils puissent baisser les prix. C'est ça notre problème. Une fois que les prix seront acceptables pour tout le monde tout de suite, nous n'allons plus sortir. Voilà. Khalid, on arrive à peu près à la fin de ce grand dialogue, mais est-ce que là, sur le plan l'augmentation des denrées alimentaires, est-ce que ça ne peut pas menacer la sécurité alimentaire même? Au-delà de la sécurité alimentaire, ça menace même la stabilité du pays dans sa globalité. Le Mali est un pays où il y a des crises multiformes. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de laisser perdurer une situation pareille. C'est pourquoi je disais tantôt, et je veux le rappeler encore une dernière fois, si toutefois dans la loi de la concurrence, si la vente à perte est interdite, l'abus du consommateur aussi est interdit. Vous avez aujourd'hui des vendeurs qui aujourd'hui achètent des produits en gros à 1000 francs et les vend à 2000 francs. Ce n'est plus une question de marge commerciale, ça c'est un abus. Et cette situation-là doit cesser. Et la structure qui doit veiller pour que ça cesse s'appelle la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Point. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Pour revenir à ce que l'État doit faire, c'est une structure étatique, elle joue son rôle, mais aussi et surtout, l'État doit être capable. Vous savez, économiquement, on ne demande pas 10 000 choses à l'État. Il y a deux rôles essentiels qu'un État économiquement doit faire tout pour assurer. C'est un rôle gendarme, c'est-à-dire protéger les personnes et leurs biens. C'est un rôle provident. Face à des situations pareilles comme ça, l'État doit être capable de secourir ceux qui en ont besoin. Et on parle d'accompagner les producteurs, je veux bien, mais aussi qu'on indexe justement les salaires sur l'augmentation des prix. Quand les prix augmentent d'une unité, augmentons aussi les salaires d'une unité. Je suis certain qu'il n'y aura pas d'association qui va lutter contre justement la violence ou contre l'augmentation des prix. Monsieur Doumbia. Est-ce qu'il est là? Monsieur Doumbia? Oui. Est-ce que, vous avez seulement 30 secondes pour répondre. Quelles sont les dispositions qui sont prises actuellement pour faire face à la situation? Voilà. Donc, vous savez que le gouvernement est à pied d'œuvre aujourd'hui, a activé, la concertation avec l'ensemble des acteurs des filières concernées. Des mesures incitatives sont en train d'être examinées pour pouvoir apporter de façon appropriée là où il y a des correctifs à apporter.
Maintenant, singulièrement par rapport au pain, qui est le point d'achoppement, nous sommes en négociation et le Conseil national des prix doit se réunir ce vendredi. Et nous espérons que dans les semaines à venir, ces négociations vont aboutir à ramener le prix à 250. Nous l'espérons beaucoup. C'est des prix concertés. Donc, le gouvernement est à pied d'œuvre. Moi-même, je dois regagner la salle de réunion pour... D'accord, merci M. Doumbia, merci les uns et les autres d'avoir accepté notre invitation. Le thème du grand dialogue de ce soir était cherté de la vie, comment réguler les prix des produits. Nos invités étaient Haruna René Sidibé, membre du Front populaire contre la vie chère, et Khalid Dambélé, économiste chercheur au CRAPES Mali, et Fatim Abi Mariko, économiste également, et Boukadari Doumbia, directeur général du commerce et de la concurrence. Il était avec nous au téléphone. Je suis Arkia Touré, régie vidéo et son Mamadi Keita et Mamadou Ouattara, et réalisation Mohamedou Touré. Merci de nous avoir suivis. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.